Voilà, bonjour Caroline, moi c'est Amélie, je suis sage-femme à Saint-Pierre depuis quelques années et on va se voir aujourd'hui pour une autre séance de préparation à l'accouchement on va essentiellement voir un peu le déroulement du travail. Comment tu vas déjà? Moi je vais très bien, je suis en forme, j'ai hâte de savoir comment ça va se passer. Oui, pas trop de peur, de crainte? Bon, quelques interrogations, j'aimerais bien savoir vraiment pratiquement comment ça va se dérouler dans mon corps, mais voilà, je pense qu'on va en parler aujourd'hui, donc je suis très contente. Tout à fait. Alors n'hésite pas à poser pas mal de questions, tout ce qui se passe dans ta tête et toutes voilà, les choses que tu ne sais pas ou les choses que tu as envie de savoir plus précisément. On va s'installer un peu convenablement. Ça va, t'es bien mise sur ton coussin d'allaitement. Alors, la dernière fois, on avait vu un petit peu l'arrivée, les symptômes d'accouchement, les signes d'accouchement l'arrivée en salle d'accouchement, la prise en charge par une sage-femme qui te suivra tout au long du travail. Et on va maintenant un peu voir comment se déroule ce travail, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, qu'est-ce qui fait que ce bébé il arrive jusque dans tes bras. Et donc on va pour l'instant commencer un petit peu à resituer ton col. Et donc sur cette planche ici, on voit un petit peu ton bébé qui est au tout début du travail, donc un petit peu descendu dans le bassin, avec ce col de l'utérus qui est bien sûr au fond du vagin, qui pour l'instant est parfois encore fermé au début du travail et qui, sous l'action des contractions, va tout doucement se raccourcir et puis s'ouvrir pour laisser descendre la tête du bébé. Voilà. Et donc ce col, on va l'examiner régulièrement au cours du travail pour vérifier qu'il s'ouvre bien jusqu'au moment où on arrivera à dilatation complète. Et donc normalement, pour que ton bébé puisse passer, il faut qu'il y ait 10 cm d'ouverture. Donc on parle de centimètres, même parfois un petit peu en fin de grossesse, mais ce col, il va se dilater progressivement sous l'effet des contractions. Et donc c'est plus ou moins une dizaine d'heures en moyenne pour un premier bébé pour arriver jusqu'à la sortie du bébé. Donc le travail finalement, je ne sais pas si tu avais une notion de la durée du travail, si tu savais en combien de temps on pourrait avoir son bébé sur soi, mais... J'ai entendu, il y a des personnes chez qui c'est vraiment très long, d'autres chez qui c'est vraiment plus rapide. Je sais que pour un bébé, on m'a dit que c'était très long, mais je n'avais pas vraiment notion des 10 heures. C'est vrai que ça semble long. Bon, maintenant, quand on vit ces 10 heures, on est quand même bien occupé. Tu ne vas pas être allongé sur ton lit pendant 10 heures sans rien faire. On est libre de nos mouvements, on marche, on va dans le bain, éventuellement on fait du ballon. Et donc, ça paraît pas si long que ça paraît long à partir du moment où parfois le bébé ne trouve pas bien son chemin et ça peut mettre plus de 10 heures et là c'est un peu plus long, on a plein de sortes d'aides qui peuvent adoucir un peu les choses, mais donc en moyenne c'est une dizaine d'heures durant lesquelles on est bien occupé et donc régulièrement la sage-femme qui te suit va venir examiner ce col et en fonction de l'avancée de la dilatation, elle va te proposer telle ou telle position pour bien sûr te soulager et pour aider le bébé à trouver son chemin. On va le voir après dans le bassin, mais pour lui c'est pas simple non plus. Il ne doit pas descendre tout bêtement tout droit, mais il doit trouver un peu, s'insinuer dans le bassin pour arriver jusqu'à la sortie. Et donc cet accompagnement, c'est vraiment le côté médical où on vous examine, mais il y a aussi tout ce qui est à côté pour te soutenir moralement, physiquement et soutenir le bébé dans sa descente au cours du travail. Alors ici, sur cette image, je me suis arrêtée aussi un peu parce qu'on voit justement la descente du bébé, tu vois, dans le bassin. Et on voit qu'il y a la place, puisqu'il descend bien, mais il n'y a quand même pas énormément de place dans cette espèce de canal. Et donc ici, j'ai un bassin comme celui de toute femme, avec la symphyse pubienne ici à l'arrière, le sacrum, et puis le petit os du coccyx. Et donc le bébé, il va devoir s'insinuer pour arriver jusqu'en bas, et finalement, pour y arriver, il va devoir un peu tourner sa tête et pas descendre de manière toute droite, comme ça. Alors, la taille du bassin, parce que ça parfois on me le demande, mais on ne va pas mesurer le bassin chez toutes les dames d'office, parce que voilà, c'est quand même des examens un peu particuliers qu'on ne va pas faire spontanément chez la plupart des mamans, parce qu'on est faite pour accoucher. Donc normalement, un bébé de taille normale, avec une maman de stature normale, eh bien, il n'y a pas de problème pour qu'il descende. On propose parfois des mesures du bassin
juste dans certaines conditions. Un bébé vraiment trop gros, qui n'a pas l'air du tout de descendre pendant la fin de la grossesse, un grand monsieur, une petite madame avec un gros bébé, enfin, des choses comme ça, tu vois, qui paraissent un petit peu, voilà, qui pourraient faire avoir certains doutes, provoquer certains doutes en fin de grossesse, font qu'on fait des radios, ou alors des bassins qui ont parfois des accidents dans la vie qu'on aurait pu avoir, donc des fractures. Alors on fait des radios dans certaines conditions uniquement, qui ne sont pas dangereuses aussi, à faire une fois pendant la grossesse bien sûr, mais certainement pas chez toute dame, puisqu'on considère que tu es capable d'avoir ton bébé par les voies naturelles, bien heureusement. Ça va ? Oui. Alors, je vais mettre ça derrière. Ici, c'est ton bébé dans l'utérus, bien sûr. Alors, on voit ce col justement, tu vois, tout doucement, qui s'ouvre un peu, qui se raccourcit. Et donc, nous, avec nos doigts, quand on fait un toucher, finalement, on mesure avec nos doigts à combien de centimètres on est au fil du travail. Et donc ici, tu vois, on peut considérer qu'on est à peu près allé à 7-8 cm avec un petit peu de bord de colle de chaque côté. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on mesure tout simplement à l'examen. Ici, c'est une vue du dessous aussi. Donc le sacrum est là et le pubis est là. Et donc on peut voir aussi l'espace qui reste autour de la tête. Et on comprend bien que si la tête se met un peu de travers, forcément, il ne va pas arriver jusqu'en bas. Et puis ici, de nouveau, hein, c'est ce que j'ai expliqué quand on l'examine. Et alors, voilà, nous, je vais l'expliquer sur le mannequin parce que c'est un peu plus concret, mais en fait, donc je disais que le bébé devait tourner sa tête et on arrive à savoir s'il tourne sa tête grâce à des petites structures qui sont les fontanelles, qui sont des petites dépressions au niveau, on voit sur le mannequin ici. Mais donc, voilà. À l'œil nu, tu ne vas pas voir ça, il y a les cheveux du bébé bien sûr au-dessus, la peau, mais on a deux endroits où les os du crâne ne sont pas soudés. Ça permet bien sûr au cerveau de grandir hein, dans les premiers mois de vie, ce qui est hyper important pour qu'il devienne intelligent. Et ça permet aussi, pendant cette descente dans le bassin, aux os du crâne de se chevaucher un petit peu. Et donc finalement, on a des bébés parfois qui naissent un petit peu la tête en poire, mais ça leur a permis d'avoir un crâne, le fait d'avoir un crâne plus souple, de mieux s'insinuer. Et nous, ces deux petites dépressions, ici à l'avant et à l'arrière, eh bien on les sent quand on examine au toucher. Et grâce à ça, on peut savoir un peu si votre bébé il est plutôt comme ça ou comme ça. Et donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas par magie qu'on sait vous dire ah il est pas bien mis, hop on vous met dans l'autre sens, c'est vraiment au ressenti. Et donc en fonction de comment est mis le bébé, si on veut l'aider à tourner de l'autre sens, eh bien hop on tourne la maman et le bébé, on espère qu'il tourne avec. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est ce qu'ils ont voulu représenter ici sur l'image, les petites fontanelles sur la tête du bébé. Alors ces fontanelles, il ne faut pas trop y faire attention, à part quand parfois, c'est vrai que ça peut être surprenant, on a des dames qui nous demandent, mais à la maternité quand on tient son bébé, parfois on voit les petits cheveux qui bougent comme ça, quand on tient son bébé de profil. Donc c'est l'endroit où sont les fontanelles parce que les vaisseaux superficiels sont jusque là et donc ça peut battre un petit peu comme ça. Et donc, mais c'est pas grave. Non, comme pour tout, il faut manipuler son enfant de manière délicate, mais c'est pas dangereux, tout est fermé quand même, il n'y a pas... Voilà. Okay. Alors ici, eh bien, on est à 10 cm, il n'y a plus du tout de colle, et on a le bébé qui est déjà bien descendu. On peut déjà voir d'ailleurs le haut de sa tête à la vulve. Là, il est encore un peu plus descendu, et donc à ce moment-là, finalement, on commence à pousser. Alors, la poussée, de manière pratique, on la verra la prochaine fois, mais on attend bien sûr, pour expliquer de manière générale, on attend 10 cm et un bébé assez bas pour pousser. Et donc souvent, pour que ton bébé sorte, finalement, on pousse à peu près une vingtaine de minutes, 20 à 30 minutes pour un premier bébé, pour que la tête sorte, jusqu'à 1 heure parfois, mais la plupart du temps c'est aux alentours d'une demi-heure. Donc oui, c'est vrai que la tête ne va pas sortir en une fois, il faut que progressivement elle puisse descendre. Ça permet aussi, bien heureusement, au périnée de se dilater tout doucement et de pouvoir accueillir la tête du bébé sans qu'il y ait trop de déchirures. Voilà. Donc c'est long, aussi bien le travail que la sortie du bébé, mais ça a du positif dans le sens où ça permet à ton corps de s'adapter au niveau du ressenti, de gérer ce qui se passe, et puis aussi
le tissu musculeux et musculaire du périnée de se distendre tout doucement et que le bébé puisse passer. Ça, parfois, c'est une crainte qu'on a. On se dit, mais comment il va sortir de mon corps? Bonne question. Mais c'est des fibres musculaires qui sont faites pour s'assouplir. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Donc voilà. Une fois que la tête est sortie, le reste du corps sort. Tout à fait, c'est plus souple et donc dans la majeure partie des cas, le bébé sort facilement une fois que la tête est passée. Okay. On ne doit plus pousser beaucoup pour que le reste sorte. Okay. Et donc voilà. Et donc ici on voit que la tête tout doucement, hop, on voit de plus en plus le dessus de la tête au fur et à mesure de la poussée. Donc les sensations, de savoir quand est-ce qu'on doit pousser, ces choses-là, on verra ça à la prochaine séance. D'accord. Là, on a un petit peu plus, hein. Encore un petit peu plus. Il avance vraiment étape par étape. Et puis après, il est dehors. Voilà. Alors, il y a une question que je ne sais pas si tu t'es déjà posé certaines questions, mais l'épisiotomie. Ouais, voilà, je m'en doutais bien. À quel moment est-ce qu'on l'a fait? Est-ce que c'est obligatoire de faire une épisiotomie? Est-ce que alors non, pas du tout. On l'a fait que si nécessaire. On ne la fait pas très souvent d'ailleurs. Et on l'a fait que quand on voit on estime que c'est utile. Donc par exemple, on a vraiment un très gros bébé qui a l'air d'être coincé. Voilà. Alors parfois on va aider la sortie du bébé en faisant l'épisiotomie. Mais donc il y a vraiment ou un bébé qui par exemple ne va pas très bien, qui a besoin de sortir parce qu'il est fatigué au bout d'un moment, alors l'épisiotomie peut accélérer un peu sa sortie. Et donc voilà, c'est une aide qui est faite uniquement si nécessaire, certainement pas chez toutes les prémipares, mais voilà, c'est pas du tout un protocole systématique. Okay. Quand on fait l'épisiotomie, on va pas vous montrer comment on fait ça discrètement, on fait ça juste à ce moment-là quand la tête va sortir en fait. Et puis on endort localement si besoin, s'il y a une péridurale, on ne sentait pas ce qui se passe, mais voilà. On le prévient avant de le faire quand même. On doit vous dire qu'on va vous aider, mais voilà, on ne va pas vous effrayer. Oui, non, bien sûr. Et donc c'est toujours fait comme une aide et finalement pas très souvent réalisé, très peu souvent. Alors parfois ça se déchire un peu, assez souvent d'ailleurs pour le premier bébé. Mais ça se reconstruit assez bien et c'est des petites déchirures qu'on peut suturer et dont les fils sont résorbables après. Et voilà. Donc pour le corps, c'est mieux d'une déchirure que l'épisiotomie, ça se remettra mieux. L'épisiotomie, elle est parfois, ça dépend, c'est un petit peu, comment dire, médecin ou sage-femme dépendant au niveau de la taille de l'épisiotomie. Elle est parfois, selon la taille de l'épisiotomie, un peu plus douloureuse au niveau de la guérison après des tissus. Voilà. Si elle est faite dans des bonnes conditions, elle ne sera pas moins bien supportée qu'une mauvaise déchirure, vous voyez. Donc c'est un petit peu, on essaye, quand on l'a fait, on sait que c'était nécessaire et finalement ça se passe bien, ça se reconstruit bien. Et... Okay. Alors, ouais. J'allais dire quelque chose par rapport aussi... Ah oui. Attends, fais juste une pause, j'allais dire un truc, mais je sais plus.